Renée Drey-Bensoussan vous présente un parcours de femme. Bonjour chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme dont on ne sait pas qu'elle est juive. Et il s'agit de Marthe Hannau, qui est née en 1886, morte en 1935, qui est la banquière des années folles et qui a été impliquée dans le scandale financier de la Gazette du Franc. Alors, qui est-elle ? Marthe Hannau naît le 1er février 1886 dans le 11e arrondissement de Paris. Ses parents sont de petits commerçants originaires d'Alsace et appartiennent à la communauté juive qui a choisi de rester française après la guerre de 1870, un peu comme les Dreyfus. Pourquoi l'avoir choisi ? Rare femme française active dans les milieux de la finance de cette époque, la presse réactionnaire et antisémite ne l'épargne pas. La Ligue des droits de l'homme intervint en sa faveur, mais le plus souvent en vain. Dès l'adolescence, la jeune Marthe entre en conflit avec une mère autoritaire. Cette dernière s'oppose à ce que sa fille suive des cours de piano. Marthe provoque sa fille en fumant en public, en refusant de porter des tenues féminines à la mode et en conduisant des voitures de sport ou en s'affichant avec d'autres femmes. Le conflit s'exacerbe entre la mère qui intervient pour s'opposer à la liaison naissante entre Marthe et une jeune femme rencontrée dans une station balnéaire. Puis à Paris. La jeune fille courtise une vendeuse de la boutique familiale. Marthe finit par accepter un mariage arrangé avec l'héritier d'un industriel illinois, à condition qu'on ne lui impose pas d'avoir une descendance. Elle se marie en 1906 à un homme d'affaires, Lazare Bloch, originaire de Lille. Mariée, elle a une liaison durable avec la fille d'un bijoutier, liaison qui, malgré une interruption provoquée par la Première Guerre mondiale, perdurera jusqu'à la fin de vie de Marthe. Alors, que retenir d'elle ? En 1917, elle a alors 31 ans. Elle et Lazare Bloch ont tenté de lancer plusieurs affaires qui échouent. Lazare n'est visiblement pas doué. Il a l'idée de commercialiser un café de synthèse sous forme d'une poudre à diluer, appelée le bâton du soldat. Il est vendu à grand renfort de publicité, laquelle sera jugée mensongère. Le produit en question, à défaut de stimuler les poilus, les endormait. L'armée française porte plainte. Ils sont tous deux condamnés par un tribunal correctionnel, Marthe bénéficiant d'un sursis. Alors, pour ménager sa réputation dans le milieu des finances, elle divorce de son mari trop compromis le 4 mai 1920. Elle lance le 21 mars 1925 un journal d'information et d'économie politique, la Gazette du Franc, et place à la direction, dans un premier temps, Maurice Bernard de Courville, un polytechnicien qui avait dirigé les établissements du Creusot, et à la rédaction en chef, Charles Bertrand. Ce journal va paraître sans interruption jusqu'au 1er décembre 1928, soit 193 numéros. Au départ, il s'impose rapidement par la qualité de ses collaborateurs et par celle des personnalités du monde économique et politique dont il publie les interviews. Dans un contexte de crise du franc et en règlement de la guerre, les conseils qu'elle prodige en matière de placement à la bourse concernent le plus souvent des actions et obligations de ses propres affaires. L'équipe éditoriale est rejointe par Georges Anquetil, auteur à succès de Satan mène le bal, directeur d'une revue à scandale, La Rumeur, laquelle collectionne les procès en diffamation. La Gazette se vend bien et Marthe Hannau pratique une forme de populisme financier qui va lui jouer des tours. Le 1er août 25,
Elle fonde une banque, le Groupement technique de gérance financière, et émet sur la place de Paris 8%, des titres à 8%, taux d'intérêt élevé. Et ça se vend bien grâce à la publicité. En juillet 26, Charles Bertrand démissionne. En octobre, la Banque des ménages au 94 de la rue du Saint-Lézard. Et le 28 avril, Annault fonde la Société d'exploitation foncière. Si elle séduit les souscripteurs, c'est qu'elle les rembourse immédiatement en cas de besoin, mais avec l'argent gagné sur de nouvelles tranches de souscription. Bien sûr, cela ne pouvait pas perdurer. Elle leva ainsi plus de 170 millions de francs. Le 14 janvier 28, elle lance un supplément de son périodique, la Gazette des Nations. Pierre Audibert devient rédacteur en chef et Aristide Briand y publie sa déclaration de paix. Marthe Annault lance ensuite en juillet une agence de presse financière, l'agence Interpresse, qui démarche tous les quotidiens avant de leur revendre des informations. Cette structure sera compromise par la nature des informations même. Le siège déménage au 124 rue de Provence. Audibert réclame à Briand la Légion d'honneur pour Marthe, qui est alors au fait de sa gloire. Au même moment, Lazare Bloch est reçu à Rome en audience par Mussolini. La Sûreté générale de Paris émet un rapport sur la Gazette qui se veut de plus en plus vitrine de la politique de Briand. En août, création par Annault de la Compagnie générale financière et foncière. Du 20 au 23 novembre 1928, Georges Anquetil publie une série d'enquêtes diffamatoires sur Marthe Annault dans la rumeur. Le système commence à s'écrouler. L'origine du scandale provient d'abord de Jean Anquetil, entre-temps congédié par Annault, et qui, pour se venger, commence à publier dans son journal La Rumeur des informations compromettantes concernant la Gazette et ses montages financiers. Ces révélations vont être relayées et vont éclabousser les milieux politiques, en particulier les cartellistes. Le journal Le Quotidien, principal organe des cartels des gauches, qui a affermé sa page financière à Marthe Annault, ne s'en relève pas. L'affaire prend de l'importance quand, à la suite des informations d'Anquetil, une série d'investigations est menée par une société rivale, l'agence Havas, qui tente de prouver que certains titres conseillés par la Gazette du Franc et l'agence Interpresse s'appuient sur des activités fictives. Dans un premier temps, Marthe Annault peut faire taire les rumeurs, en soudoyant certains hommes politiques. Cependant, les preuves s'accumulent et la brigade financière alertée notamment par Horace Finali, directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas, finit par enquêter. Marthe est arrêtée pour escroquerie et abus de confiance le 4 décembre 1928. Les semaines suivantes, Lazare Bloch, Pierre Audibert et plusieurs de leurs partenaires d'affaires sont accusés d'escroquerie et d'abus de confiance et emprisonnés à la prison Saint-Lazare. La Chambre des députés vote une commission d'enquête à laquelle Annault refuse de collaborer. Le 23 mai, première intervention de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache écrit à Louis Barthou, garde des Sceaux, pour prendre la défense de Marthe. Le 8 juin, elle publie la vérité sur l'affaire du Gazette du Franc. L'audience préliminaire commence. Marthe Annault réclame sa liberté sous caution, arguant que le tribunal n'y connaît rien en finance et qu'elle peut rendre la totalité de l'argent, ce qui n'est pas cru par tous. La Cour lui refusant la liberté sous caution, elle entame une grève de la faim. 3 semaines plus tard, elle est déplacée à l'hôpital Cochin, où elle nourrit de force. Elle s'échappe de cet hôpital, retourne à la prison Saint-Lazare, et le préfet de police Chiappe,
qui sera révoqué plus tard dans l'affaire Stavitsky, ne tient pas à ce qu'elle meure sous sa responsabilité. Il réclame sa liberté sous caution. Le 8 avril, elle est remise en liberté contre une caution de 800 000 francs. En juin, elle fonde sous le nom de la compagnie Lazare Bloch, Germaine Brunet, l'hebdomadaire Force. Le 14 juillet, un accord est trouvé par la Gazette du Franc qui réapparaît le 2 novembre, du 2 novembre 30 au 22 février 31. Le procès de Marthe s'ouvre le 30 octobre devant la 11e chambre du tribunal correctionnel. Elle y cause un gros scandale en révélant les noms des personnalités à qui elle aurait offert des pots de vin. Le 30 novembre, toujours par le biais de la presse, elle tente de fonder une sorte de ligue qu'elle appelle les capitalistes épargnants, avec un journal indépendant, et mène une campagne contre les grandes banques. Et le 4 décembre, le cabinet Tardieu démissionne, éclaboussé par un nouveau scandale, l'affaire Oustric. En décembre, nouvelle lettre de la Ligue des droits de l'homme en sa faveur. En 1931, les créanciers de la Gazelle s'organisent pour plaider leur cause. Le 28 mars 1931, Marthe Hannot est condamnée pour escroquerie et abus de confiance à 2 ans de prison avec sursis et 3 000 francs d'amende. Lazare Bloch est condamné à 18 mois de prison. 3 jours plus tard, Pierre Audibert, également condamné, meurt d'une congestion. Libérée en juin, Hannot devient conseillère d'une nouvelle société, la Banque de l'Union publique. Officieusement, elle est aux commandes, rue de Provence. Le 7 juillet, elle est victime d'un accident de la route. Immobilisée des jambes, elle subit une opération qui l'oblige à se déplacer avec des béquilles. En janvier 1932, son journal Force lance un supplément, Le Secret des lieux, qui prétend révéler tous les dessous de la finance. Ce service financier est un abonnement et le 8 avril, elle révèle dans ce journal tout le dossier concernant son affaire, y compris des documents en principe confidentiels, entre autres le dossier que le préfet Chiappe a transmis au rapporteur des finances, Pierre-Étienne Flandin. Marthe Hannot est arrêtée le jour même. Elle est remise en liberté conditionnelle pour raison de santé. Elle fait appel, mais sa demande est rejetée. Elle réussit à retarder la procédure. Le 17 mars 1934, elle lance son dernier périodique hebdomadaire, Écoutez-moi, qui disparaît en février 1935. Après 50 numéros et des couvertures signées Jean Eiffel, Louis Touchaz, Moïse Gisling. Dans ce périodique, elle attaque ses juges et met en garde contre Hitler.